En 476, l'Empire romain d'Occident s'effondre. Romulus Augustule, le dernier empereur, n'est qu'un enfant quand Odoacre, un chef germanique, le renverse et envoie les insignes impériaux à Constantinople. L'Italie devient une sorte de no man's land où règne le chaos. Les routes se détériorent, l'administration romaine tombe en ruine et les villes jadis prospères voient de leur population diminuer. Mais dans les Balkans, un jeune prince barbare suit attentivement ces événements. Il s'appelle Théodoric, roi des Ostrogoths, et il va transformer ce chaos en un royaume qui fera revivre brièvement la splendeur romaine. L'histoire commence vraiment des décennies plus tôt, en 455, quand Théodoric naît près du lac de Neusiedl en Pannonie. Son père Tudimir règne sur les Ostrogoths, ce peuple germanique qui signifie littéralement « Goths brillants » ou « Goths glorifiés par le soleil levant ». Ces guerriers redoutables ont un passé mouvementé. Au IVe siècle, ils contrôlaient un immense royaume qui s'étendait de part et d'autre du Dniepr, dans l'actuelle Ukraine. Puis, en 360, les Huns déferlent depuis l'Asie. Les Ostrogoths tombent sous leur domination brutale pendant près de 80 ans. Ils servent dans les armées d'Attila, combattent pour ce conquérant impitoyable et apprennent à survivre sous le joug d'un empire qui ne connaît que la violence. Quand Attila meurt en 453, son empire s'effondre rapidement. Les Ostrogoths saisissent cette opportunité. En 454, ils affrontent les Huns à la bataille de Nedao et remportent une victoire décisive. Pour la première fois depuis des générations, ils sont libres. Mais cette liberté ne résout pas tous leurs problèmes. Ils doivent maintenant trouver un nouveau foyer, négocier avec l'Empire romain d'Orient, qui les observe avec méfiance, et reconstruire leur identité en tant que peuple indépendant. En 461, le père de Théodoric conclut un traité avec l'empereur Léon. Les Ostrogoths deviennent des fédérés, des alliés militaires de Rome, qui reçoivent 300 livres d'or par an en échange de leurs services. Mais l'empereur exige des garanties. Théodoric, alors âgé de 8 ans seulement, est envoyé comme otage à Constantinople. Cette pratique est courante dans le monde antique, une façon de s'assurer que les traités seront respectés. Pour le jeune garçon, c'est le début d'une éducation extraordinaire. Pendant 10 ans, Théodoric grandit au cœur de la cour impériale. Il apprend le grec et le latin, s'imprègne de la culture classique, étudie la philosophie et les mathématiques. Les empereurs Léon puis Zénon le traitent bien, conscient que ce jeune prince pourrait devenir un allié précieux. On dit qu'Aspar, le puissant maître des soldats, lui enseigne personnellement l'art de la guerre et les subtilités du gouvernement impérial. Théodoric découvre comment fonctionne une administration sophistiquée, comment gérer les finances d'un État, comment maintenir l'ordre dans un empire multiethnique. Il observe les cérémonies élaborées de la cour byzantine, les intrigues politiques, les jeux de pouvoir entre les différentes factions. Cette double éducation, à la fois germanique et romaine, forge en lui quelque chose de rare. Un chef barbare qui comprend parfaitement la civilisation qu'il est censé conquérir. En 471, quand Théodoric a 18 ans, l'empereur Léon le renvoie auprès de son père. Le jeune homme impressionne immédiatement par sa prestance. Les chroniqueurs décrivent un prince au visage coloré, aux yeux rayonnants de sérénité, dont toute la physionomie exprime alternativement la menace de la guerre ou la douceur de la paix. En 474, son père meurt et Théodoric lui succède comme roi des Ostrogoths. Il a moins de 20 ans mais déjà une vision claire de son avenir. Les années suivantes sont marquées par un jeu dangereux avec Constantinople. Théodoric est tantôt l'allié fidèle de l'empereur, tantôt son adversaire le plus gênant. En 476, il aide Zénon à reprendre son trône usurpé par Basiliscus. Reconnaissant, l'empereur l'adopte selon la coutume germanique comme fils d'armes et le couvre de titres prestigieux. Patrice, maître de la milice en 483, consul ordinaire en 484. Mais Théodoric ne se contente pas de ces honneurs. Il veut davantage. Il rêve d'un royaume stable où son peuple pourrait s'établir définitivement, loin des Balkans, où ils errent depuis des décennies. Zénon voit bien le problème. Ce jeune roi ambitieux commande environ 20 000 guerriers redoutables qui ravagent régulièrement les frontières de l'Empire. À plusieurs reprises,
Théodoric soulève son peuple contre Constantinople, exigeant plus de terres, plus d'or, plus d'autonomie. L'empereur cherche une solution qui lui permettrait de se débarrasser de cet allié encombrant sans déclencher une guerre dévastatrice. En 488, il trouve la réponse parfaite. L'Italie est aux mains d'Odoacre depuis 12 ans. Ce chef germanique gouverne avec le titre de patrice, officiellement comme représentant de l'empereur, mais en réalité comme un souverain indépendant. Le problème, c'est qu'Odoacre ne respecte pas toujours les intérêts de Constantinople. Il a envahi la Dalmatie en 480, après la mort de l'empereur Julius Népos. Il menace les territoires byzantins dans les Balkans. Et surtout, il devient trop puissant pour qu'on puisse le contrôler. Zénon voit une opportunité brillante, envoyer Théodoric en Italie pour renverser Odoacre. Si Théodoric gagne, l'empereur se débarrasse de 2 problèmes à la fois. Si Théodoric perd, eh bien, c'est un problème de moins. Et si les deux s'affaiblissent mutuellement, tant mieux pour Constantinople. Théodoric accepte immédiatement. L'Italie représente tout ce dont il rêve. Des terres fertiles, des villes riches, une infrastructure encore en partie fonctionnelle et la possibilité de fonder un véritable royaume. En 488, il réunit son armée. Ce n'est pas seulement une expédition militaire, c'est une migration de tout un peuple. Environ 100 000 personnes se mettent en marche. 20 000 guerriers ostrogoths accompagnés de leurs familles, mais aussi des Ruges, d'autres tribus germaniques, et même des Romains qui ont choisi de suivre Théodoric. Ils emportent tout ce qu'ils possèdent, leurs chariots chargés de vivres et de biens, leurs enfants et leurs vieillards. C'est une entreprise colossale qui exige une organisation militaire parfaite. L'armée traverse d'abord les Balkans, rencontrant une première résistance inattendue. Les Gépides, un autre peuple germanique, tentent de leur barrer la route sur la Vouka. Théodoric n'hésite pas. Il lance une attaque féroce et massacre les Gépides sans pitié. Ce n'est qu'un avant-goût de ce qui attend Odoacre. Au printemps 489, l'armée ostrogothique franchit les Alpes juliennes. Le passage se fait sans difficulté. Personne n'ose s'opposer à cette masse de guerriers déterminés qui descend vers les plaines italiennes comme un torrent. Le 28 août 489, les deux armées se rencontrent enfin sur l'Isonzo, près d'Aquilée. C'est la première confrontation majeure entre Théodoric et Odoacre. Les deux chefs savent que l'avenir de l'Italie se joue dans cette bataille. Odoacre commande des troupes aguerries qui ont défendu la péninsule pendant plus d'une décennie. Mais Théodoric possède 2 avantages décisifs. Ses hommes sont jeunes et motivés, affamés de terres et de richesses, et leur chef a reçu la meilleure formation militaire possible à Constantinople. La bataille est brutale. Les deux armées s'affrontent au pont de l'Isonzo, un point stratégique que personne ne peut contourner. Les guerriers ostrogoths, avec leur équipement lourd et leur tactique disciplinée héritée de leurs années au service des Huns, brisent progressivement les lignes d'Odoacre. Le chef germanique comprend qu'il ne peut pas gagner. Il ordonne la retraite vers Vérone, espérant se regrouper et organiser une meilleure défense. Mais Théodoric ne lui laisse aucun répit. Il le poursuit immédiatement, ne lui donnant pas le temps de rassembler des renforts. Le 30 septembre 489, moins d'1 mois après la première bataille, les deux armées s'affrontent à nouveau sous les murs de Vérone. Cette ville stratégique contrôle les routes vers Milan et le reste de l'Italie du Nord. Odoacre a choisi ce terrain soigneusement, espérant que les fortifications l'aideront à résister. Mais encore une fois, l'issue ne fait pas de doute. Théodoric mène personnellement ses troupes dans un assaut dévastateur. Ses guerriers combattent avec une férocité qui terrorise l'ennemi. La victoire est totale. Odoacre, vaincu pour la 2e fois, doit fuir précipitamment. Cette fois, il n'essaie même pas de défendre le terrain. Il se réfugie dans Ravenne, sa capitale, la seule ville qu'il est certain de pouvoir tenir. Après Vérone, Théodoric marche sur Milan. La ville ouvre ses portes sans résistance. Les dignitaires laïcs et ecclésiastiques l'accueillent comme le représentant légitime de l'empereur. Même Tufa, le commandant en chef des armées d'Odoacre, se rend avec une grande partie de ses troupes. Ce ralliement spectaculaire semble confirmer que Théodoric a déjà gagné la guerre. Le nouveau roi, confiant, envoie Tufa avec ses meilleures troupes vers Ravenne pour capturer Odoacre. C'est une erreur catastrophique. Tufa n'a fait que simuler sa loyauté. Arrivé près de Ravenne, il livre les forces d'élite de Théodoric à l'armée d'Odoacre.
c'est un massacre. Les meilleurs guerriers ostrogoths sont décimés en quelques heures. Théodoric subit sa première défaite majeure sur le sol italien. Odoacre, ragaillardi par ce succès, sort de Ravenne et reprend l'offensive. Il lance une contre-attaque furieuse, rassemblant tous ses alliés. Frédéric, le roi des Ruges, qui cherche à venger la défaite de son peuple face à Odoacre quelques années plus tôt, se joint également au combat. En 490, la situation de Théodoric devient critique. Odoacre l'encercle dans Pavie avec tout son peuple. Les Ostrogoths, réfugiés derrière les murs de la ville, manquent de vivres. Les femmes et les enfants souffrent de la faim. Mais Théodoric refuse de capituler. Il organise la défense avec une détermination farouche, rationnant les ressources, maintenant le moral de ses troupes malgré les conditions désastreuses. Finalement, il réussit l'impossible, une sortie audacieuse qui brise l'encerclement. Le 11 août 490, les deux armées s'affrontent une dernière fois sur les rives de l'Adda. C'est la bataille décisive. Théodoric sait qu'il ne peut plus se permettre de perdre. Il engage toutes ses forces, y compris les contingents envoyés par Alaric II, son gendre wisigoth, qui a décidé de soutenir sa cause. Le combat est d'une violence inouïe. Les deux camps se battent avec l'énergie du désespoir. Mais cette fois, la victoire revient clairement à Théodoric. Les troupes d'Odoacre sont écrasées. Le chef germanique n'a plus d'autre choix que de se replier définitivement dans Ravenne. Commence alors un siège qui va durer 3 longues années. Ravenne n'est pas une ville ordinaire. Construite au milieu de marécages, protégée par des canaux et des fortifications naturelles, elle est pratiquement imprenable. Odoacre s'y est retranché avec ses dernières troupes fidèles, transformant la ville en forteresse. Théodoric ne peut pas prendre Ravenne par la force. Il doit l'affamer, couper toutes les routes d'approvisionnement et attendre patiemment que la population se rende. Pendant ces 3 années, Théodoric consolide son contrôle sur le reste de l'Italie. Il occupe Milan, Pavie, Vérone et toutes les grandes villes du nord. Il envoie des ambassades à Constantinople, cherchant la reconnaissance officielle de l'empereur Zénon. Il organise l'administration des territoires conquis, nomme des gouverneurs, rétablit l'ordre dans les campagnes. Mais Ravenne reste hors de portée, un symbole obstiné de la résistance d'Odoacre. En février 493, les habitants de Ravenne n'en peuvent plus. La famine les épuise. Même Odoacre comprend que la situation est sans espoir. Le 25 février, il accepte de capituler. Mais Théodoric lui propose un marché étonnant. Ils gouverneront l'Italie ensemble, partageant le pouvoir. C'est une offre généreuse en apparence, qui permet à Odoacre de sauver la face. Les deux chefs signent un traité solennel. Un banquet est organisé pour célébrer cette réconciliation miraculeuse. Le 15 mars 493, 10 jours après la capitulation, Théodoric invite Odoacre à un festin au palais impérial du Laurier. L'atmosphère est cordiale. On boit, on mange, on rit. Puis, à un moment donné, Théodoric se lève pour porter un toast. Odoacre se lève également, et c'est à cet instant précis que Théodoric tire son épée et frappe Odoacre à la clavicule. Le coup est d'une violence terrible, si puissant qu'il traverse le corps de part en part. Odoacre s'effondre, mort avant même de toucher le sol. Au même moment, les gardes de Théodoric massacrent tous les fidèles d'Odoacre présents au banquet. Dans les heures qui suivent, une purge systématique élimine toute la famille d'Odoacre, ses lieutenants, ses principaux soutiens. Son armée est soit décimée, soit intégrée de force aux troupes ostrogothiques. Cet assassinat brutal choque même ses contemporains. Comment un homme qui prétend restaurer la civilisation romaine peut-il commettre un tel acte de barbarie? Mais pour Théodoric, c'est une nécessité politique froide. Il ne peut pas se permettre de partager le pouvoir. Un royaume avec 2 rois serait condamné à la guerre civile. Et puis, Odoacre représente le passé, l'ancien ordre qui a conduit l'Italie au chaos. Théodoric veut construire quelque chose de nouveau, et cela exige qu'il soit le seul maître. Mais Théodoric n'est pas simplement un chef de guerre brutal. Ce qui le distingue de tous les autres conquérants barbares de son époque, c'est sa vision politique extraordinaire. À 40 ans, il possède une compréhension sophistiquée du pouvoir qui dépasse de loin celle de ses contemporains. Il sait que conquérir un territoire ne suffit pas. Il faut le gouverner, maintenir l'ordre,
gagner la loyauté de la population, créer des institutions qui dureront après sa mort. Théodoric établit sa capitale à Ravenne. Ce choix est stratégique. Rome reste trop symbolique, trop chargée d'histoire. Y établir sa cour pourrait froisser l'aristocratie romaine et rappeler trop brutalement que c'est un barbare qui gouverne maintenant. Ravenne, en revanche, était déjà la capitale administrative depuis que les empereurs avaient quitté Rome au Ve siècle. C'est une ville magnifique, avec ses canaux, ses palais et surtout sa position défensive exceptionnelle qui a permis à Odoacre de résister si longtemps. Le nouveau roi entreprend immédiatement d'embellir sa capitale. Il fait construire des palais somptueux, des églises magnifiques comme Saint-Apollinaire le Neuf avec ses mosaïques éblouissantes, un baptistère pour les Ariens. Il commande son propre mausolée, un monument circulaire surmonté d'une coupole monolithique de calcaire pesant 300 tonnes. Cette construction témoigne de son ambition démesurée. Il veut que son tombeau rivalise avec ceux des empereurs romains. Mais le véritable génie de Théodoric réside dans son système de gouvernement. Il comprend que les Ostrogoths et les Romains sont profondément différents et que forcer leur fusion créerait des tensions insupportables. Au lieu de cela, il établit un système de coexistence parallèle. D'un côté, les Ostrogoths conservent leurs lois germaniques, leurs coutumes, leur langue. Ils forment l'armée, gardent les frontières, assurent la sécurité militaire du royaume. En échange, ils reçoivent le tiers des terres italiennes selon le système de l'hospitalité. De l'autre côté, les Romains gardent leurs droits romains, leurs institutions administratives, leur culture latine. Ils occupent tous les postes de l'administration civile. Théodoric est le seul lien entre ces deux mondes. Il est roi sans qualification ethnique, ni roi des Goths, ni roi des Romains, mais simplement roi d'Italie. Cette position unique lui permet de jouer un rôle d'arbitre, de médiateur entre deux populations qui autrement n'auraient rien en commun. C'est une construction politique audacieuse, presque révolutionnaire pour l'époque. Au Sacré Palais de Ravenne, Théodoric s'entoure de l'élite intellectuelle romaine. Il nomme des fonctionnaires brillants aux postes clés. Le maître des offices supervise l'ensemble de l'administration. Le chef des bureaux gère les archives et la bureaucratie. Le questeur du palais rédige toute la correspondance officielle. Et surtout, il y a le compte des largesses sacrées qui contrôle les finances. En 507, Théodoric nomme Cassiodore comme questeur. Ce choix révèle sa vision politique. Cassiodore vient d'une famille aristocratique de Calabre, d'origine syrienne lointaine. Son arrière-grand-père a combattu les Vandales, son grand-père a été ambassadeur auprès d'Attila, son père a servi comme haut fonctionnaire sous Odoacre. C'est un homme cultivé, brillant orateur, qui maîtrise parfaitement l'art d'écrire dans le style fleuri que l'époque apprécie. Cassiodore devient le porte-parole de Théodoric, celui qui traduit les décisions du roi barbare dans la langue élégante de la chancellerie impériale. Boès, le philosophe le plus célèbre de son temps, occupe également une place centrale à la cour. Né vers 480 dans la prestigieuse famille aristocratique des Anici, Boès incarne tout ce que la culture romaine a produit de plus raffiné. Il a étudié à Athènes, traduit Aristote en latin, écrit des traités sur la musique, l'arithmétique, la géométrie. C'est un géant intellectuel dont l'influence façonnera tout le Moyen Âge. Théodoric le nomme consul en 510, puis maître des offices. En 500, quand le roi fait son entrée triomphale à Rome, c'est Boès qui prononce le discours de bienvenue devant le Sénat. Il se tient entre ses deux jeunes fils, tous deux désignés consuls cette année-là, et il salue dans Théodoric le restaurateur de la grandeur romaine. Cette collaboration entre un roi barbare et l'aristocratie romaine produit des résultats spectaculaires. Théodoric lance un programme ambitieux de restauration des infrastructures. Il répare les aqueducs qui alimentent les villes en eau potable, restaure les routes qui tombaient en ruine depuis des décennies, reconstruit les monuments publics. À Rome, il fait restaurer le Colisée, le théâtre de Pompée, les murailles de la ville. Il ordonne l'assèchement des marais pontins, qui menacèrent la santé publique depuis des siècles. Il encourage le commerce maritime, rouvre les ports, sécurise les routes commerciales. L'Italie retrouve une prospérité qu'elle n'avait pas connue depuis plus d'un siècle. Les campagnes produisent à nouveau suffisamment pour nourrir les villes. Le commerce reprend avec l'Orient,
l'Afrique, la Gaule. Les ateliers d'artisans se multiplient, la population des villes augmente. Les voyageurs remarquent avec étonnement que l'ordre règne partout, que les brigands ont disparu des routes, que la justice fonctionne efficacement. Théodoric lui-même s'implique personnellement dans l'administration de la justice. Il publie des édits qui révèlent une compréhension remarquable des principes du droit. Ces ordonnances parlent de l'égalité devant la loi, de la protection des faibles contre l'arbitraire des puissants, du respect de la propriété. Quand on lit ces textes rédigés par Cassiodore, mais reflétant clairement la pensée du roi, on est frappé par leur modernité. Théodoric décrète que la torture judiciaire doit être limitée, que les accusés ont droit à une défense, que les juges doivent être impartiaux. Ces principes semblent anticiper les réformes des Lumières de 12 siècles. La question religieuse présente un défi particulier. Théodoric et ses ostrogoths sont ariens, suivant une forme de christianisme que l'Église catholique considère comme hérétique. Les ariens ne croient pas que le Christ est de même nature que Dieu le Père. Pour eux, le Fils est subordonné au Père, créé par lui. Cette différence théologique, qui peut sembler mineure aujourd'hui, provoque des passions violentes au VIe siècle. Les Romains d'Italie sont massivement catholiques nicéens. Un roi arien qui gouverne une population catholique, c'est une poudrière. Théodoric choisit la voie de la tolérance. Il refuse d'imposer l'arianisme aux Romains. Les églises catholiques gardent leurs propriétés, leurs évêques, leur liberté de culte. En parallèle, il construit des basiliques ariennes pour ses ostrogoths. Certaines villes ont donc 2 évêques, l'un arien et l'autre catholique, chacun servant sa communauté. Quand une foule brûle les synagogues de Ravenne en 519, Théodoric réagit immédiatement. Il ordonne à la ville de reconstruire les synagogues à ses frais. Les Juifs doivent être protégés comme tous les autres habitants du royaume. Cette politique de tolérance n'est pas motivée par des convictions humanitaires modernes. Théodoric est un pragmatique. Il sait que la paix religieuse est essentielle à la stabilité de son royaume. Forcer les conversions ne ferait que créer des martyrs et alimenter la résistance. Mieux vaut laisser chacun pratiquer sa foi en paix tant que l'ordre public est maintenu. Théodoric évite normalement de s'immiscer dans l'élection des papes. Mais en 498, un conflit éclate qui menace l'ordre public. 2 candidats se disputent la succession du pape Anastase II. Symmach, soutenu par le parti intransigeant qui refuse tout compromis avec Constantinople, est élu par une faction. Laurent, soutenu par le parti favorable au rapprochement avec l'empereur, est élu par une autre faction. Rome se divise. Des émeutes éclatent. Théodoric convoque les 2 candidats à Ravenne et tranche en faveur de Symmach. Mais le schisme ne se termine pas pour autant. Les partisans de Laurent lancent une campagne de diffamation accusant Symmach de vivre avec des femmes et d'être corrompu. Théodoric doit intervenir à nouveau, convoquant Symmach pour qu'il s'explique. Le pape, craignant un piège, refuse de venir. L'affaire traîne pendant des années, empoisonnant les relations entre le roi et la papauté. Sur la scène internationale, Théodoric déploie une diplomatie matrimoniale sophistiquée. Il épouse Odoflède, la sœur de Clovis, roi des Francs, scellant une alliance avec la puissance montante du Nord. Il marie sa fille à Eutharic, un Wisigoth cherchant à unir les 2 branches gothiques. Il marie ses nièces à des princes burgondes et vandales. Ces alliances transforment l'Italie ostrogothique en pivot d'un réseau diplomatique qui s'étend sur tout l'Occident. En 507, un événement bouleverse l'équilibre du pouvoir. Clovis écrase les Wisigoths à la bataille de Vouillé. Alaric II, roi des Wisigoths et gendre de Théodoric, est tué dans le combat. Les Francs s'emparent de Toulouse et menacent de conquérir toute la Gaule méridionale. Théodoric ne peut pas laisser les Wisigoths s'effondrer. Son petit-fils Amalaric, âgé de 6 ans seulement, devient roi des Wisigoths sous sa tutelle. Théodoric prend le contrôle de l'Espagne wisigothique et de la Gaule méridionale. Il envoie une armée qui repousse les Francs et sauve le royaume wisigoth de la destruction. De 507 à 526, Théodoric gouverne de fait un empire qui s'étend de la Sicile aux Pyrénées. Il contrôle directement l'Italie, la Dalmatie, la Rhétie, le Norique, la Pannonie. Il gouverne indirectement l'Espagne wisigothique et le sud de la Gaule. Il intervient dans les affaires des Burgondes, participant au partage de leur royaume en 524. C'est un empire impressionnant,
le plus grand État d'Occident, qui fait de Ravenne une capitale rivale de Constantinople. Mais cette construction repose entièrement sur la personne de Théodoric. Il n'y a pas d'institution capable de survivre à sa mort. Toute l'autorité découle de lui seul, de sa légitimité personnelle, de sa capacité à maintenir l'équilibre fragile entre Ostrogoths et Romains, entre Ariens et catholiques, entre les différents royaumes barbares. C'est une structure politique brillante, mais profondément instable. Les dernières années de son règne sont assombries par la paranoïa et la violence. En 518, l'empereur Justin monte sur le trône à Constantinople. Contrairement à ses prédécesseurs qui toléraient l'arianisme, Justin est un catholique fervent qui lance une persécution contre les Ariens dans l'Empire d'Orient. Il confisque leurs églises, interdit leurs pratiques religieuses, force les conversions. Théodoric voit dans cette politique une menace directe. Il craint que les Romains d'Italie ne se tournent vers Constantinople, qu'ils ne complotent pour renverser son royaume arien au profit de l'empereur catholique. En 523, plusieurs sénateurs romains sont arrêtés sous l'accusation de correspondre secrètement avec Constantinople. Albinus est accusé de trahison. Boès prend sa défense publiquement, déclarant que si Albinus est coupable, lui-même l'est aussi, car tous les sénateurs partagent les mêmes sentiments. C'est un geste courageux mais suicidaire. Théodoric voit dans cette déclaration la confirmation de ses pires craintes. L'aristocratie romaine complote effectivement contre lui. Boès est arrêté et emprisonné à Pavie. Il ne peut pas se défendre, n'a pas droit à un procès équitable. Théodoric a abandonné les principes de justice qu'il prônait autrefois. En 524, Boès est exécuté. Symaque, son beau-père, suit le même sort peu après. Ces exécutions choquent profondément l'aristocratie romaine. L'homme qui avait restauré la civilisation se révèle capable de la même barbarie qu'Odoacre. En 525, Théodoric envoie le pape Jean Ier en ambassade à Constantinople pour obtenir de l'empereur la restitution des églises ariennes confisquées. Justin refuse catégoriquement. Quand Jean revient à Ravenne, Théodoric le fait jeter en prison, furieux de l'échec de la mission. Le pape meurt en captivité en 526. L'Église romaine ne pardonnera jamais ces actes. La rupture entre Théodoric et les catholiques est consommée. Le 30 août 526, Théodoric meurt de dysenterie à Ravenne. Il a régné 33 ans, offrant à l'Italie la période de paix et de prospérité la plus longue qu'elle connaîtra avant des siècles. Mais son royaume ne lui survit pas longtemps. Son petit-fils Athalaric n'a que 8 ans. Sa mère Amalassonte devient régente, mais elle est prise entre deux feux. Les Ostrogoths la considèrent comme trop favorable aux Romains, et les Romains ne lui font pas confiance parce qu'elle est arienne. En 534, Athalaric meurt. Amalassonte doit partager le pouvoir avec Théoda, son cousin, qui l'a fait assassiner l'année suivante. C'est exactement le prétexte que l'empereur Justinien attendait. À Constantinople, le nouvel empereur rêve de restaurer l'Empire romain dans toute sa gloire. Il a déjà reconquis l'Afrique vandale en 533. Maintenant, il veut l'Italie. En 535, Bélisère, le meilleur général de Justinien, débarque en Sicile. Il prend Palerme sans résistance, puis débarque en Italie continentale. Naples tombe en 536 après un bref siège. Rome ouvre ses portes aux Byzantins la même année. Les Ostrogoths, démoralisés par l'incompétence de leur roi, offrent peu de résistance. Théoda est assassiné par ses propres hommes qui le jugent indigne. Vitigès, un ancien lieutenant de Théodoric, est proclamé roi. Il épouse de force Matassonte, la petite-fille de Théodoric, espérant ainsi légitimer son pouvoir. Mais Vitigès ne possède ni le génie militaire, ni l'autorité politique de Théodoric. Bélisère avance méthodiquement vers le nord, prenant une ville après l'autre. En 540, il assiège Ravenne. Les Ostrogoths, désespérés, offrent à Bélisère de le proclamer empereur d'Occident s'il accepte de les laisser en paix. Le général, fidèle à Justinien, feint d'accepter, entre dans Ravenne et arrête immédiatement tous les chefs goths. Vitigès est envoyé en captivité à Constantinople. L'État romano-gothique s'effondre, mais les Ostrogoths ne se rendent pas si facilement. En 541, ils élèvent au trône un nouveau roi, Totila, qui s'avère être un chef militaire brillant. Pendant plus d'une décennie, Totila mène une guerre de résistance acharnée.
Il reprend presque toute l'Italie, entre dans Rome à 3 reprises, détruit les fortifications pour empêcher les Byzantins de s'y retrancher. Il traite généreusement les prisonniers de guerre, ce qui lui vaut de nombreuses défections des troupes byzantines. C'est un chef charismatique qui rêve de restaurer le royaume de Théodoric. En 552, Justinien envoie Narsès avec une armée massive. Les deux forces se rencontrent à Taginae, dans les Apennins. La bataille est d'une violence terrible. Totila mène personnellement ses troupes, combattant au premier rang avec un courage désespéré. Mais il est mortellement blessé dans la mêlée. Sa mort marque la fin de la résistance ostrogothique organisée. Quelques chefs tentent encore de poursuivre la lutte, mais c'est sans espoir. En 553, à la bataille de Mons Lactarius près du Vésuve, les dernières forces ostrogothiques sont écrasées. Le royaume fondé par Théodoric cesse d'exister après seulement 60 ans. Quelques poches de résistance subsistent. En 561, Ouidin tente un dernier soulèvement à Vérone et Brescia, mais il est rapidement capturé et exécuté à Constantinople. Après cela, les Ostrogoths disparaissent de l'histoire. Certains se fondent dans la population italienne, d'autres migrent vers la Gaule ou la Germanie, mais en tant que peuple distinct, ils cessent d'exister. La reconquête byzantine est une catastrophe pour l'Italie. La guerre de 20 ans a dévasté la péninsule. Les villes sont en ruine, les campagnes dépeuplées, l'économie effondrée. La population a chuté de plusieurs millions. Les aqueducs sont détruits, les routes impraticables, les ports ensablés. L'Italie ne se remettra pas de ces destructions avant des siècles. Pire encore, en 568, les Lombards envahissent le nord de l'Italie. Ils sont plus brutaux que les Ostrogoths ne l'ont jamais été, détruisant ce qui reste de l'administration romaine, fragmentant la péninsule en duchés rivaux. L'unité de l'Italie, que Théodoric avait brièvement restaurée, ne sera reconstruite qu'au XIXe siècle. Pourtant, le souvenir de Théodoric survit. Pour les Germains, il devient Dietrich von Bern, le héros de nombreuses épopées. La mythologie germanique le transforme en un guerrier légendaire qui combat des géants et des dragons. En Italie, les monuments qu'il a construits à Ravenne témoignent de son ambition. Saint Apollinaire le Neuf, avec ses mosaïques magnifiques représentant des processions de martyrs et de vierges, reste l'un des chefs-d'œuvre de l'art paléochrétien. Son mausolée, surmonté de cette coupole monolithique extraordinaire, impressionne encore les visiteurs par son audace architecturale. Les historiens débattent depuis des siècles sur l'importance de Théodoric. Certains y voient une préfiguration de Charlemagne, un barbare éclairé qui a tenté de fusionner les traditions germaniques et romaines. D'autres soulignent qu'il a échoué, que son royaume n'a pas survécu, que la coexistence qu'il prônait était illusoire. Mais tous reconnaissent que pendant 33 ans, il a donné à l'Italie une stabilité remarquable. Après les décennies de chaos qui ont suivi la chute de l'Empire romain, son règne a représenté un répit bienvenu. Ce qui rend Théodoric vraiment unique, c'est sa compréhension du pouvoir. Il savait qu'on ne gouverne pas par la force seule. Il comprenait que la légitimité repose sur le respect des institutions, sur la justice, sur la capacité à satisfaire les aspirations des différents groupes qui composent la société. Il a tenté quelque chose d'extraordinairement difficile. Maintenir son identité gothique tout en préservant la civilisation romaine, être un roi barbare qui gouverne selon les principes romains. Cette tension entre deux identités, entre deux cultures, traverse tout son règne. Théodoric n'a jamais résolu complètement cette contradiction. Comment pourrait-il ? Il était à la fois le descendant des chefs guerriers ostrogoths et le produit de la cour byzantine. Il portait l'armure d'un guerrier germanique et parlait le grec d'Homère. Il sacrifiait aux dieux de ses ancêtres, selon les rites ariens, et présidait le Sénat romain comme un empereur. Cette dualité apparaît dans les sources de l'époque. Cassiodore, dans les lettres officielles qu'il rédige au nom de Théodoric, présente un roi philosophe qui parle de justice abstraite et de respect du droit. Mais d'autres sources mentionnent le guerrier brutal qui a égorgé Odoacre de ses propres mains, qui a ordonné l'exécution de Boès sans procès équitable, qui a laissé mourir un pape en prison. Les deux images sont vraies. Théodoric était à la fois un visionnaire politique et un chef de guerre impitoyable. Son héritage est ambigu. D'un côté, il a démontré qu'une collaboration entre barbares et romains était possible,
que les conquérants germaniques pouvaient respecter la civilisation qu'ils avaient envahie. Cette leçon n'a pas été perdue. Les royaumes francs en Gaule, les royaumes wisigoths en Espagne s'inspirent de son modèle, même s'ils ne l'appliquent pas avec la même sophistication. D'un autre côté, son échec final a montré les limites de cette approche. Sans un chef exceptionnel capable de maintenir l'équilibre entre les différentes factions, le système s'effondre rapidement. La culture latine lui doit beaucoup. En protégeant Cassiodore et Boès, en encourageant les études classiques, en faisant copier les manuscrits anciens, Théodoric a contribué à préserver la connaissance antique pendant les siècles obscurs qui allaient suivre. Les œuvres de Boès, notamment sa traduction d'Aristote et la consolation de la philosophie qu'il a écrite en prison, façonneront toute la philosophie médiévale. L'histoire des Goths de Cassiodore, même si nous ne la connaissons qu'à travers le résumé de Jordanès, reste notre principale source sur l'histoire des peuples germaniques. Le royaume ostrogothique représente aussi une opportunité manquée. Si Théodoric avait vécu plus longtemps, s'il avait eu un successeur à sa hauteur, peut-être que l'Italie aurait connu un destin différent. Peut-être qu'un État romano-gothique stable se serait établi, comme ce qui s'est passé en Gaule avec les Francs. Au lieu de cela, la reconquête byzantine a détruit non seulement le royaume ostrogothique, mais aussi l'Italie elle-même. Justinien voulait restaurer l'Empire romain, mais son projet a seulement créé des ruines. Les Ostrogoths eux-mêmes n'ont pas laissé beaucoup de traces matérielles. Contrairement aux Wisigoths en Espagne, ils ne sont pas devenus un élément constitutif de l'identité nationale italienne. Ils sont restés des envahisseurs temporaires, un épisode entre la chute de Rome et l'arrivée des Lombards. Mais leur roi, Théodoric, occupe une place unique dans l'histoire. Il est le seul chef barbare de son époque qui ait réellement essayé de préserver et de restaurer la civilisation romaine plutôt que de simplement la piller. Quand on visite Ravenne aujourd'hui, on peut encore sentir sa présence. Les mosaïques de Saint-Apollinaire le Neuf brillent toujours de leurs couleurs éclatantes. Le baptistère des Ariens, bien que plus modeste que son équivalent catholique, témoigne de la coexistence religieuse qu'il avait imposée. Et surtout, son mausolée se dresse toujours au milieu d'un jardin, cette coupole monolithique défiant la gravité comme un dernier symbole de l'ambition démesurée d'un roi barbare qui rêvait de ressusciter Rome. Le règne de Théodoric pose une question fondamentale. Qu'est-ce qui fait un État? Est-ce l'identité ethnique commune? Est-ce la religion partagée? Est-ce simplement l'ordre et la justice? Théodoric a essayé de construire un royaume sans unité ethnique ni religieuse, fondé uniquement sur le respect du droit et l'efficacité administrative. Pendant sa vie, cela a fonctionné. Après sa mort, tout s'est effondré. Peut-être que son erreur a été de croire qu'on pouvait maintenir indéfiniment deux populations séparées, vivant côte à côte sans qu'elles finissent par fusionner ou s'affronter. Ou peut-être que le problème était simplement le timing. L'Italie de 493 était épuisée par des décennies de guerres et de déclins. Les institutions romaines étaient déjà en ruine. La population était trop petite, trop appauvrie, trop démoralisée pour reconstruire un État puissant. Et puis Constantinople n'a jamais vraiment accepté l'existence d'un royaume barbare indépendant en Italie. Les empereurs byzantins considéraient l'Occident comme leur propriété légitime, temporairement perdue, mais destinée à être reconquise. Dans cette perspective, le royaume ostrogothique était condamné dès le départ. Théodoric a réussi à le maintenir pendant sa vie grâce à son génie politique et à son prestige personnel. Mais après lui, rien ne pouvait empêcher l'effondrement. Ses successeurs n'avaient ni son intelligence ni son autorité. L'aristocratie romaine n'a jamais vraiment accepté la domination barbare. Les Ostrogoths eux-mêmes restaient fondamentalement des guerriers, mal à l'aise dans le rôle d'administrateur d'un État sophistiqué. Et Justinien, avec son rêve obsessionnel de restaurer l'Empire romain, n'allait jamais tolérer l'existence d'un royaume indépendant en Italie. Théodoric reste pourtant une figure extraordinaire. Imagine un instant, un enfant otage devient roi, conquiert l'Italie, restaure la civilisation romaine, gouverne un empire qui s'étend de la Sicile aux Pyrénées, et tout cela en maintenant la paix pendant 30 ans. Peu de souverains dans l'histoire peuvent se vanter d'accomplissements similaires. Ces échecs finaux, les exécutions de Boès et Symmaque, l'emprisonnement du pape, ne devraient pas effacer les 3 décennies de gouvernement sage qui ont précédé.
L'histoire de Théodoric nous rappelle que les époques de transition sont toujours complexes. La chute de l'Empire romain n'a pas été suivie immédiatement par les ténèbres du Moyen Âge. Il y a eu des tentatives de préserver et même de restaurer la civilisation antique. Certaines ont échoué, comme celle de Théodoric. D'autres ont partiellement réussi, comme celle de Charlemagne 3 siècles plus tard. Mais toutes ces tentatives témoignent du désir humain de maintenir l'ordre et la culture face au chaos. Quand Théodoric est mort en 526, il laissait derrière lui un royaume en apparence solide. Les frontières étaient sûres, l'économie prospère, l'administration efficace. Mais les fondations étaient pourries. La rupture entre lui et l'aristocratie romaine, provoquée par les exécutions de 524, ne pouvait pas être réparée. La menace byzantine grandissait à Constantinople, et surtout, il n'y avait personne capable de lui succéder. En moins de 10 ans après sa mort, tout ce qu'il avait construit s'effondrait. En 20 ans, les Ostrogoths disparaissaient de l'histoire. C'est le sort tragique des constructions politiques qui reposent entièrement sur un seul homme. Pourtant, même dans cet échec, il y a quelque chose d'héroïque. Théodoric a essayé l'impossible, réconcilier l'inconciliable, maintenir ensemble ce qui voulait se séparer, préserver ce qui était condamné à disparaître. Qu'il ait échoué ne diminue en rien l'audace de la tentative. Dans les ruines fumantes de l'Empire romain, il a construit brièvement quelque chose qui ressemblait à l'ordre et à la justice. Pour une génération, les Italiens ont pu vivre en paix, cultiver leurs champs, commercer en toute sécurité, espérer un avenir meilleur. Ce n'est pas rien. Le mausolée de Théodoric se dresse toujours à Ravenne, monument à la fois à son ambition et à son échec. Cette coupole monolithique, pesant 300 tonnes, qu'aucun ingénieur moderne ne saurait comment il l'a fait poser, symbolise parfaitement son règne. Une réalisation technique extraordinaire qui défie la raison, témoignage d'une volonté de puissance démesurée, mais aussi profondément solitaire, isolée, incapable de se connecter organiquement à ce qui l'entoure. C'est un tombeau vide maintenant, les os de Théodoric ayant disparu depuis longtemps. Mais le monument demeure, dernier témoin silencieux d'un roi barbare qui a rêvé de ressusciter Rome et qui, pendant un moment trop bref, a presque réussi.